Je m'appelle Marca Massi et voici l'histoire de la façon dont mon propre fils m'a effacé avec une seule phrase devant une salle remplie de gens que je pensais célébrer notre famille. Je me souviens encore de cette nuit comme si elle était cousue à ma peau. Les lustres au-dessus de la salle de réception scintillaient. Les rires des invités portaient sur la musique. Et je m'assis tranquillement à ma table à signer, les mains croisées sur mes genoux. Mon cœur se gonflait de fierté d'être là. Après tout, j'avais tout donné pour ce mariage. Plus de 150 000 $ de mes économies durement gagnées. Ce n'était pas seulement de l'argent pour moi. C'était la vie que j'avais bâtie, les heures que j'avais sacrifiées, et l'amour d'une mère essayant de donner à son unique fils le genre de début qu'elle croyait qu'il méritait. Quand David se leva pour parler, je me préparais au moment que j'attendais. C'était mon fils, grand, élégant dans son smoking, souriant en tenant un microphone. Mon Dieu, je me suis dit que peu importe à quel point j'avais été mise de côté dans la planification, c'était le moment où il montrerait au monde qui était sa vraie mère. Je me redressai sur ma chaise, la cicatrice sur mon cou tirant alors que je levais le menton. Je voulais être prête, mais les mots qui sortirent de sa bouche ne m'étaient pas destinés. « Je veux remercier Alice, dit-il, se tournant vers la jeune femme aux côtés de mon ex-mari. Elle a été comme une mère pour moi. En fait, elle est ma mère. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui, l'homme que je suis. » Les applaudissements éclatèrent, les verres tintèrent. Alice pressa sa main manucurée sur sa poitrine, faisant semblant de retenir ses larmes. Et puis, presque comme une pensée après coup, David agita la main dans ma direction. Et bien sûr, Marcia. Elle a tellement aidé avec la maison. Toujours là à garder les choses en ordre. Elle est comme de la famille. Vraiment, comme la femme de ménage qui a fait tourner les choses. 2. Est-ce rires se firent entendre à quelques tables. Les mots me transpercèrent plus profondément que n'importe quelle lame. Mon fils, l'enfant que j'avais porté, allaité, vêtu, nourri et pour qui j'avais sacrifié, me réduisait à une bonne devance à marier, sa famille, ses amis, et même mon ex-mari, qui s'était assis, souriant silencieusement. Figé. Je ne pouvais plus bouger, plus respirer. Je sentis tous les regards glisser sur moi, certains avec confusion, certains avec pitié, d'autres simplement passant sans y penser. Mes joues brûlaient, mais je refusais de leur donner la satisfaction de me voir m'effondrer. Je forçais mon dos à se redresser, laissais mes lèvres se presser en un sourire des plus faibles, et avaler la bile qui m'était montée à la gorge. À l'intérieur, cependant, j'étais brisé. Le reste du discours se fondit en un son insignifiant. Des toasts furent levés, des rires emplirent la salle, mais je n'entendis pas un mot. Mes oreilles ne résonnaient que de sa trahison. Il m'avait réécrite, mon propre fils, comme si ma maternité n'avait jamais existé, comme si mes sacrifices étaient invisibles. Et donc, je fis la seule chose que je pouvais faire pour protéger le peu de dignité qu'il me restait. Je me levai tranquillement, lissai l'ourlet de ma robe et sortis. Je ne fis pas de scène. Je ne le confrontai pas. Je n'exigeais pas de reconnaissance. Je sortis dans l'air frais de la nuit, loin de la musique et des tintements de verre, et laissai le silence m'envelopper. Mais tandis que je traversais le parking, mes talons claquant sur le pavé, une tempête se préparait en moi. Il pensait m'avoir réduite au silence. Il pensait m'avoir enterré sous la honte et l'humiliation. Ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je détenais toujours le pouvoir de démanteler toutes les fausses fondations sur lesquelles il avait bâti sa vie. Et cette nuit-là, tandis que les larmes me piquaient les yeux, mais que la détermination me raidissait le dos, je fis un vœu silencieux, s'il pouvait me renier en tant que mère, alors je lui montrerais, d'une manière qu'il n'oublierait jamais, exactement qui j'étais. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous avec moi. D'où regardez-vous? Avez-vous déjà tout donné à quelqu'un pour n'être humilié en retour? Partagez votre expérience dans les commentaires. Je veux savoir combien d'entre vous ont traversé une trahison comme celle-ci. Je me souviens d'avoir serré le volant si fort cette nuit-là que mes doigts me faisaient mal. Les lumières de la salle de banquet s'estompaient dans le rétroviseur, remplacées par la longue étendue sombre de l'autoroute devant moi. Ma robe sentait encore légèrement le parfum et le champagne, mais tout ce que je ressentais était la piqûre de l'humiliation s'accrochant à moi comme de la fumée. Les mots de mon fils résonnèrent encore et encore. Elle est comme la femme de ménage qui a fait tourner les choses. C'est ainsi qu'il m'a décrite après que j'ai passé plus de 62 ans à construire ma vie autour de lui. Après que je me sois épuisé à l'élever,
puis que j'ai vidé mon compte en banque pour lui offrir un mariage qu'il ne méritait pas. Le silence dans la voiture était suffocant. Je n'ai même pas allumé la radio. Je voulais entendre la vérité de ma propre respiration, peu profonde et irrégulière. Mon esprit rejouait des scènes comme une vieille bobine de film. Chaque image plus nette que la dernière. Les années passées à nettoyer les maisons des autres quand David était petit, juste pour m'assurer qu'il avait des chaussures qui n'étaient pas usées aux orteils. Les nuits tardives où je restais éveillé à l'aider avec ses devoirs après avoir fait des doubles quarts. Les sacrifices que j'ai faits pour l'envoyer à la faculté de droit, me disant que tout cela en vaudrait la peine quand je le verrais réussir. Et puis le coup de grâce, le mariage. J'avais écrit tous les chèques sans me plaindre, des fleurs au groupe, me convainquant que c'était mon cadeau d'amour pour lui. 150 000 $. Ce chiffre me traversait l'esprit comme une malédiction. J'avais échangé ma sécurité, ma retraite, le coussin que j'avais travaillé toute une vie à bâtir. Pour un moment, je croyais que cela unirait notre famille. Et en retour, j'avais été effacé. Des larmes coulaient sur mes joues, mais ce n'étaient pas les douces larmes de chagrin. C'étaient des larmes chaudes, en colère, amères. Je pensais à chaque dollar que j'avais signé, et à quel point chacun avait acheté ma propre humiliation. Et puis quelque chose en moi a changé. Cet argent n'était pas parti. Il n'était pas gaspillé. C'était un reçu, un enregistrement de combien j'avais donné. Et ce reçu deviendrait ma preuve quand je déciderais de récupérer ce qui m'appartenait vraiment. Tandis que la voiture traversait la nuit, je commençais à remarquer à quel point les rues étaient calmes. Les familles dormaient dans leurs maisons, les lumières brillant doucement aux fenêtres. Je pensais à toutes les mères blotties dans leur lit, rêvant probablement de leurs enfants avec fierté. Pendant ce temps, je conduisais seul, marqué, humilié et mise de côté. La solitude m'oppressait. Mais sous elle brûlait quelque chose de plus fort, la résolution. Si David s'était tenu sur cette scène et avait annoncé au monde que je n'étais rien d'autre que sa femme de ménage, alors il venait de me donner la permission de cesser de le porter comme un fils. Je me suis garé devant ma maison, la même maison où je l'avais élevé, la même maison que j'avais travaillé corps et âme pour conserver après que son père nous ait abandonnés. Je suis resté assise dans l'allée pendant un long moment avant de couper le moteur, laissant le tic-tac de la voiture qui refroidissait emplir le silence. Je savais alors que le silence serait mon arme. Je ne crierai pas. Je ne m'en dirai pas de reconnaissance. Je n'exigerai pas de respect. Je laisserai mes actions parler lentement, soigneusement, et de manière à le dépouiller de tout ce qu'il pensait posséder. Ce retour à la maison fut le plus long de ma vie. Mais ce fut aussi le début de quelque chose que je n'avais jamais imaginé pour moi-même. La vengeance. Je me dis souvent que les gens voient la gloire mais ne connaissent jamais l'histoire. Ils ont vu mon fils se tenir droit à ce mariage, comme s'il s'était construit lui-même à partir de rien. Mais s'ils avaient vu les premières années, les vraies années, ils sauraient qu'il se tenait sur le dos d'une mère qui avait porté le poids seul. Quand David était petit, notre vie était une lutte constante. Son père Charles était toujours inconstant. Certaines semaines, il était là, jouant le rôle de mari et de père, puis la semaine suivante, il disparaissait, courant après des projets commerciaux ou des femmes qui le faisaient se sentir jeune à nouveau. Je ne savais jamais si le loyer serait payé à temps ou si je serais laissé à jongler avec des avis de retard et des menaces d'expulsion. Et le plus souvent, j'étais seul à la table de la cuisine tard dans la nuit. Les factures étalées devant moi, une tasse de café à moitié vide refroidissant tandis que j'essayais de faire en sorte que les chiffres s'étirent plus loin qu'ils ne le pouvaient. Je travaillais partout où je pouvais trouver des heures. Le jour, je tenais un emploi stable dans un bureau, répondant au téléphone et classant des papiers pour des hommes qui me regardaient droit comme si j'étais invisible. La nuit, je frottais les sols des maisons des autres, polissais leurs meubles, lavais leur linge, et partais avant le lever du soleil pour qu'ils ne voient jamais la femme qui avait tranquillement gardé leur vie nette et brillante. Je me glissais pendant leur absence, nettoyais leur désordre, et repartais comme si je n'avais jamais existé. Puis je me dépêchais de rentrer à la maison pour préparer les déjeuners, tresser les cheveux de David quand il était encore petit, et le conduire à l'école avec un sourire qui cachait à quel point j'étais vraiment épuisé. Il y a eu des jours où mon corps avait l'impression de ne plus pouvoir continuer. Je me souviens d'une nuit en particulier où je suis rentré après avoir nettoyé un immeuble de bureau, mes mains brûtes d'eau de javel et j'ai trouvé David endormi à la table de la cuisine. Il m'avait attendu avec ses devoirs étalés. Je me suis assise à côté de lui, les doucement secoué pour le réveiller,
et l'ai aidé à terminer ses problèmes de mathématiques, même si mes yeux pouvaient à peine se concentrer. Il m'a serré dans ses bras cette nuit-là et m'a dit « Maman, tu es la personne la plus forte que je connaisse ». J'ai porté cette phrase dans mon cœur pendant des années comme une médaille. C'était avant que le monde ne lui apprenne à avoir honte de moi. Ce n'était pas glamour. Il n'y avait pas de vacances, pas de vêtements de marque, pas de sorties nocturnes. Chaque dollar était destiné à la survie. De la nourriture sur la table, de l'essence dans la voiture et des livres pour l'école. Quand Charles est revenu, ce n'était jamais pour m'aider à supporter le fardeau. C'était pour me critiquer de ne pas prendre soin de moi, d'avoir l'air fatigué, de ne pas être la femme qu'il pensait mériter. Et pourtant, malgré son absence, malgré la tempête constante d'instabilité, je me suis assuré que David ne manquait de rien. Il n'avait peut-être pas les derniers gadgets, mais il avait des vêtements propres, des repas tous les jours et une mère qui aurait donné sa vie pour lui sans hésitation. En y repensant, j'ai réalisé que ces années m'avaient transformé en acier. Le sacrifice est devenu ma deuxième langue, la dignité mon bouclier. Je n'ai jamais laissé mon fils voir à quel point je m'effondrais à l'intérieur. Il a vu une mère capable de tout gérer, même si cela signifiait avaler sa fierté. Ce que je ne savais pas alors, c'est que chaque sacrifice était aussi une graine. Une graine qui fleurirait plus tard en amertume quand il grandirait et oublierait le prix de son succès. Mais c'est le propre des graines. Elles ne meurent pas simplement parce que les gens font semblant de ne pas les remarquer. Ils poussent en silence sous la surface jusqu'à ce qu'un jour ils percent avec force. Et quand je repense à ces premières années, je vois clairement maintenant que mes sacrifices n'étaient pas seulement l'histoire de la façon dont j'ai élevé mon fils. C'était l'histoire de la façon dont je me préparais pour le jour où je reprendrais tout ce qu'il avait essayé de me prendre. La vie a une façon de vous abattre au moment exact où vous pensez avoir trouvé votre équilibre. Pour moi, ce fut le jour où le médecin se pencha sur son bureau et prononça le mot tumeur. Thyroïde, expliqua-t-il. Il devrait tester, couper, surveiller. Je restais figé, les mains serrées sur mes genoux, comme si en restant immobile, le mot ne s'accrocherait pas. Mais il s'accrocha. Il s'est collé au mur de mon esprit comme de la glu. Les mois qui suivirent furent comme un flou de visites à l'hôpital, de médicaments et du contact froid des machines. Les traitements étaient épuisants. Mon corps s'affaiblissait, mon énergie s'épuisait, et la cicatrice qui marquerait à jamais mon cou commença à se former. Ce n'était pas seulement le fardeau physique. C'était le miroir qui me renvoyait le reflet d'une femme que je reconnaissais à peine chaque matin. Le gonflement autour de mon cou me rendait mal à l'aise, et je me retrouvais à remonter mes foulards hauts, me cachant de mon propre reflet autant que du monde extérieur. Mais le coup le plus dur ne vint pas du diagnostic. Il vint de l'homme qui était censé se tenir à mes côtés dans la maladie comme dans la santé. Charles devint distant. Au début, c'était subtil. Des visites plus courtes à l'hôpital, des appels téléphoniques pressés. Puis cela devint flagrant. Des excuses pour rester tard au travail, le silence à table, des week-ends loin qu'il ne prenait pas la peine d'expliquer. Plus je devenais fragile, plus sa distance grandissait. Et puis une nuit, sans dispute ni même un au revoir. Il n'est tout simplement pas rentré. Ses affaires avaient disparu. Comme ça, il était parti. J'avais toujours su que l'amour de Charles était superficiel, mais rien ne m'avait préparé à la cruauté d'être abandonné au moment où j'avais le plus besoin de lui. La trahison m'a coupé plus profondément que n'importe quel scalpel. Je me battais pour ma santé, mais je me battais aussi soudainement pour ma survie émotionnelle, financière et en tant que mère. David était adolescent à l'époque, assez âgé pour comprendre, mais trop jeune pour vraiment saisir la profondeur de la blessure. Charles commença à introduire Alice dans sa vie. Jeune, vibrante, sans cicatrice. Elle devint une présence lors d'événements. Une distraction joyeuse de la mère fatiguée, gonflée et marquée par la maladie. Lentement, sans s'en rendre compte, les loyautés de David commencèrent à changer. Il aimait son sourire facile, ses mots polis, sa façon de lui donner l'impression qu'il entrait dans un monde plus lumineux et plus brillant. Et moi, encore en convalescence, je sentais mon fils s'éloigner de plus en plus de mes bras. La tension financière était implacable. Les factures médicales s'accumulaient. Chaque enveloppe me rappelait que la maladie avait un prix que je pouvais à peine me permettre. Avec Charles parti, toutes les responsabilités me retombaient dessus. Même quand mon corps réclamait du repos, je me traînais au travail, couvrant des quarts pour lesquels je n'avais pas la force,
frottant les sols avec des mains tremblantes parce que le loyer et les services publics ne faisaient pas de pause pour les craintes de cancer ou les mariages brisés. Chaque cicatrice, celles sur mon cou et celles invisibles dans mon cœur, a été gagnée durant ces nuits où je me battais pour tout maintenir ensemble, seul. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas les factures ni même l'abandon de Charles. C'était de voir David me regarder avec une honte grandissante, comme si ma maladie m'avait diminué. Il ne le disait pas alors. Mais je le voyais dans ses yeux, là où il me disait autrefois que j'étais la femme la plus forte qu'il connaissait. Maintenant, il me regardait comme si j'étais fragile, embarrassante, quelque chose à cacher. Je me suis dit que ce n'était que l'inconfort de l'adolescence, qu'il grandirait. Mais au fond de moi, je savais que la fracture avait commencé. Et me tenant devant mon miroir un soir, fixant la cicatrice en colère qui traversait ma gorge, je me suis murmuré une vérité que je n'avais jamais prononcée à voix haute. Ils m'ont quitté quand j'en avais le plus besoin. Mais je suis toujours là. Ce murmure devint mon encre. Ils pouvaient prendre leur distance, leurs images polies, leur amour superficiel, mais ils ne pouvaient pas me priver du fait que j'étais une survivante. Quand Charles est parti, il ne m'a pas laissé guérir en paix. Il a rempli le vide avec quelqu'un de nouveau, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un sans cicatrice. Son nom était Alice. La première fois que je l'ai vue, c'était à un événement scolaire pour David. Elle entra au bras de Charles avec une confiance difficile à ignorer. Tête haute, vêtements impeccables, chaque pas calculé pour être remarqué, et remarqué, elle le fut. Même les amis de David la regardaient avec curiosité, certains chuchotant à quel point elle semblait élégante. J'étais assise quelques rangées plus loin, mon foulard serré autour de mon cou, essayant de me fondre dans le siège. Alice était tout ce que Charles pensait que je n'étais plus. Elle était polie là où j'étais fatigué, glamour là où j'étais simple, en bonne santé là où je guérissais, et elle ne perdit pas de temps à se glisser dans les fissures que ma maladie et la trahison de Charles avaient laissées. Elle ne grondait pas David quand ses notes chutaient. Elle le flattait. Elle ne lui faisait pas la leçon sur les responsabilités. Elle riait et lui donnait l'impression d'être important. Lentement, je l'ai vue se positionner non seulement comme la compagne de Charles, mais comme un nouveau genre de mère aux yeux de mon fils. David était attiré par elle. Au début, c'était de petites choses. Comment elle se souvenait de ses collations préférées, comment elle lui achetait des cadeaux juste pour le plaisir. Puis cela devint plus sérieux. Elle commença à l'aider avec des choses que j'avais toujours gérées. Les demandes d'inscription à l'école, les fêtes d'anniversaire, même des conseils simples qu'il me demandait autrefois. Je sentais qu'il m'échappait de plus en plus chaque mois. Ce n'est pas qu'il ait complètement cessé de m'aimer, mais il commença à me regarder différemment. Là où Alice brillait de jeunesse et de confiance, j'étais le rappel de la lutte et des cicatrices. Je le savais à la façon dont il hésitait à inviter ses amis dans ma petite maison rangée, mais se vantait des week-ends chez son père avec Alice. Je l'ai vu se dépêcher de me raconter des histoires sur ce qu'Alice avait dit ou fait, comme s'il attendait mon approbation, comme si son opinion avait plus de poids que la mienne. Et lentement, il commença à avoir l'air gêné quand j'apparaissais dans mon uniforme de travail ou quand je portais les foulards qui cachaient l'enflure de mon cou. C'était comme s'il avait décidé qu'une version de mère était acceptable et une autre non, et c'est moi qui étais repoussé. Alice n'a jamais eu besoin de me dire grand-chose directement. Son pouvoir était dans ce qu'elle ne disait pas. Les sourires polis, la façon subtile dont elle posait une main sur l'épaule de David en ma présence, le léger ton de possession dans sa voix quand elle le désignait comme notre garçon. C'était un vol silencieux, et je restais là, impuissante, tandis qu'elle se réécrivait dans sa vie. Je me disais que ce n'était qu'une phase. Que David grandirait et verrait au-delà de la surface de tout cela. Qu'il se souviendrait de qui avait été là à travers chaque fièvre, chaque genou écorché, chaque nuit de faim déguisée en une portion plus petite dans mon assiette pour qu'il puisse manger plus. Mais au fond de moi, je craignais autre chose. Que le vernis de Charles et Alice, leur charme, leur prétention de succès remodèlerait de façon permanente la façon dont mon fils me voyait. Non pas comme la colonne vertébrale de sa vie, mais comme la femme cicatrisée qui nettoyait les désordres des autres pour le maintenir à flot. Et avec le temps, j'ai réalisé que c'était exactement ce qui se passait. Il y a des nuits gravées dans ma mémoire si vivement que je sens encore la piqûre de l'eau de Javel et le goût amer du café fort qui me maintenait debout. C'étaient les nuits où je portais le monde sur mes épaules pendant que mon fils dormait paisiblement, ne sachant jamais combien il fallait pour maintenir ses rêves en vie. Quand David a été accepté à la faculté de droit, j'ai pleuré des larmes de joie.
Non pas parce que je doutais de sa capacité, mais parce que je savais combien cela coûterait. Les frais de scolarité, les livres, les frais de subsistance, tout cela en plus des factures qui semblaient déjà s'accumuler chaque mois. Son père, Charles, faisait étalage de fierté lors des réunions de famille. Mais quand les enveloppes arrivaient par la poste, ce sont mes mains qui les ouvraient, mon compte qui les payait. J'ai pris des heures supplémentaires au bureau pendant la journée, mais ce n'était jamais assez. Alors, la nuit, quand le reste du monde dormait, je changeais mes talons pour des baskets, prenais un seau et des chiffons, et me dirigeais vers les immeubles du centre-ville où les lumières ne s'éteignaient jamais. Là, je frottais les sols jusqu'à ce que mon dos crie. Je polissais les bureaux qui avaient été négligemment laissés collants avec des anneaux de café et je vidais les poubelles pleines de papier auxquels les hommes en costume ne penseraient jamais deux fois. Chaque chèque de ces heures était déjà destiné avant même d'arriver entre mes mains. La scolarité d'abord, puis les livres, puis le loyer. Certains matins, je rentrais à la maison juste au lever du soleil, trop épuisé pour préparer le petit déjeuner, mais je me forçais quand même. Je posais une assiette devant David, l'exhortant à manger pendant que je cachais mes mains tremblantes sous la table. Il n'a jamais su que la raison pour laquelle ses frais de scolarité étaient payés à temps n'était pas due à des prêts ou des bourses, mais parce que les genoux de sa mère étaient à vif à force de frotter. Je me suis assuré qu'il ne le sache jamais. Je voulais qu'il croie que sa vie était stable, que son chemin était tracé, que le succès était à sa portée sans le poids de mon sacrifice pour l'ombrager. Mais mon corps conservait le score. La tumeur à mon cou guérissait, mais la cicatrice était encore fraîche et douloureuse. Je portais des foulards en toute saison, les remontant même en plein été, car je ne supportais pas la façon dont les yeux des gens s'y attardaient. Au travail, je remarquais que mes collègues regardaient trop longtemps, puis détournaient poliment le regard. Dans les bus, des inconnus jetaient de rapides doubles regards. Et à la maison, mon propre fils commença à éviter de la regarder directement. Je sentais son inconfort. Il ne disait jamais un mot, mais le silence peut être plus fort que les mots. C'était le silence d'un garçon honteux de l'apparence de sa mère. Pourtant, je continuais d'avancer. Chaque fois que je sortais mon chéquier, chaque fois que je déposais une autre enveloppe dans la boîte aux lettres avec la mention au paiement inclus, je me rappelais que c'était le prix de son avenir. C'était mon investissement, non pas en actions ou en biens immobiliers, mais en un garçon qui, je le croyais, deviendrait un jour un homme qui se souviendrait de qui l'avait porté jusqu'ici. L'ironie est que les sacrifices mêmes que j'ai faits sont devenus les raisons pour lesquelles il s'est éloigné. Il considérait les emplois de nettoyage comme quelque chose de honteux, la cicatrice comme quelque chose de laid, l'épuisement comme une faiblesse, là où je voyais une preuve de survie. Il y voyait des rappels de pauvreté et de maladie. Et cette distance entre ce que je signifiais et ce qu'il voyait s'est élargie chaque année. Mais je n'ai jamais arrêté. Même quand mes os me faisaient mal, même quand je rentrais à la maison et que je m'enroulais des bouillottes autour du dos juste pour avoir quelques heures de repos avant un autre quart, je continuais. Parce que c'est ce que font les mères. Nous nous brisons pour construire nos enfants entiers. Et pourtant, assise ici maintenant, en y repensant, j'ai réalisé quelque chose. Chaque chèque que j'ai écrit, chaque quart que j'ai travaillé, chaque cicatrice que j'ai portée était plus qu'un sacrifice. C'était du pouvoir, un pouvoir qu'il regretterait un jour d'avoir sous-estimé. Parce que tandis qu'il pensait m'effacer de son histoire, j'écrivais des chapitres qu'il ne pourrait jamais défaire. Quand David m'a annoncé qu'il allait se marier, j'ai ressenti une joie si vive qu'elle a failli me couper le souffle. Je m'imaginais enfin voir mes sacrifices fleurir en quelque chose de beau. Un jour où il se tiendrait fier et où je me tiendrais à ses côtés en tant que sa mère, honoré pour le rôle que j'avais joué pour le mener là. Mais presque immédiatement, cette joie fut tempérée par le poids de la responsabilité. Les mariages du genre qu'il voulait étaient chers, et bien que je lui ai déjà donné plus que la plupart des mères ne pourraient jamais rêver, il s'est tourné vers moi à nouveau, et moi, comme toujours, j'ai ouvert mes économies, épuisant le peu de sécurité qui me restait. Le lieu, le traiteur, les fleurs, les costumes. Un par un, j'ai écrit les chèques. Chaque paiement était un morceau de ma retraite, un morceau de l'avenir que j'avais autrefois imaginé pour moi-même. Mais je me suis dit que cela en valait la peine. C'était son jour et mon devoir de mère était de le faire briller. L'ironie, bien sûr, était que plus j'investissais d'argent, moins j'avais l'impression d'avoir voix au chapitre. On ne m'a pas demandé quelle chanson devait jouer ou quelle couleur devait décorer la salle. Je n'ai pas été invité aux dégustations de nourriture ni aux réunions avec les photographes. Charles et Alice étaient là pour ça.
J'entendrai plus tard comment Alice avait suggéré la saveur du gâteau ou comment elle les avait accompagnés pour choisir les centres de table. Son nom était tissé dans chaque détail qui aurait dû être le mien. J'ai essayé de ne pas laisser cela piquer. Je me suis dit qu'il suffisait de savoir que je le finançais, que mon amour était inscrit dans chaque détail, même si mon nom ne l'était pas. Mais de petites humiliations commencèrent à s'accumuler, trop subtiles pour en faire une scène mais assez aiguës pour laisser des cicatrices. Un jour, alors que nous étions assis pour discuter des plans de table, j'ai remarqué que mon nom ne figurait pas sur la liste des invités d'honneur. J'ai posé la question doucement, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. David s'éclaircit la gorge et dit « Maman, ce sera plus simple comme ça. Nous ne voulons pas embrouiller les invités. » Je le fixai. Les embrouiller? Comment? J'étais sa mère. Mais ensuite il passa rapidement à autre chose, parlant de l'ordre des discours, comme si ma présence à table ne valait pas la peine d'une seconde réflexion. Une autre fois, j'ai découvert que la famille de la mariée avait été informée qu'Alice jouait un rôle majeur dans l'organisation du mariage, comme si c'était elle qui avait gagné cette position, et non moi. Le message était clair, même s'il n'était pas dit explicitement. Alice correspondait à l'image qu'il voulait présenter, tandis que j'étais mieux dans l'ombre. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était le stress, que les mariages étaient épuisants, que peut-être j'interprétais trop les choses. Mais au fond de moi, je savais que la scène était en train d'être dressée pour quelque chose de pire. Chaque reçu que je classais, chaque chèque que je signais était comme une pierre que je posais dans les fondations d'une maison où je n'étais pas la bienvenue. Et pourtant, je continuais parce que je pensais que l'amour et le sacrifice pouvaient couvrir les fissures. Je pensais que l'argent se traduirait par l'honneur. Mais la vérité bouillonnait juste sous la surface. Et à mesure que la date approchait, je la sentais peser sur moi. Le sentiment que le même amour que je déversais serait utilisé comme l'arme même pour me briser. La pièce était éclairée comme un rêve. Des lustres dorés chatoyant au-dessus, des verres en cristal captant la lumière et une douce musique bourdonnant en arrière-plan. Je m'assis à ma table, le dos droit, les mains sagement croisées sur mes genoux, attendant. C'était le moment dont rêve chaque mère, le moment où elle est présentée non seulement comme une invitée, mais comme le cœur derrière l'homme qui se tient devant le monde. J'attendais mon nom. David prit le microphone avec un sourire si large qu'il faillit lui fendre le visage. Sa mariée rayonnait à ses côtés, sa famille rayonnante de fierté. Ma poitrine se gonfla même après toutes les subtiles humiliations qui avaient précédé cette nuit. Je me suis dit que c'était ça, le moment où il me regarderait, sa vraie mère, et reconnaîtrait tout ce que j'avais fait pour le mener ici. Au lieu de cela, il se tourna vers Alice. « Je veux remercier Alice, commença-t-il, sa voix forte et assurée. Elle a été comme une mère pour moi. En fait, elle est ma mère. C'est la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui en tant qu'homme que je suis. » Les applaudissements retentirent dans la salle. Les verres tintèrent. Ces mots roulèrent sur moi comme de l'eau glacée. Alice pressa sa main manucurée sur sa poitrine et fit un petit hochement de tête larmoyant, ses lèvres tremblantes juste assez pour paraître sincères. Les invités se penchaient, lui souriant, chuchotant entre eux, les yeux remplis d'admiration. Et puis, avec la cruauté désinvolte de quelqu'un qui brosse une peluche sur une veste, David me désigna du geste. Et bien sûr, Marsha, elle a tellement aidé avec la maison, toujours là à garder les choses en ordre. Elle est comme de la famille. Vraiment, comme la femme de ménage qui a fait tourner les choses. Quelques invités rirent doucement, incertains si c'était une blague, d'autres me jetèrent un bref regard, certains avec pitié, d'autres avec confusion, avant de reporter leur attention sur lui. Je sentis chaque regard me transpercer comme une lame. Charles resta silencieux, son visage ne trahissant rien, pas un mot de correction, pas même le plus petit geste pour me reconnaître. Il a laissé Alice se dorer dans une fausse couronne, souriant légèrement comme si tout se déroulait exactement comme il l'avait prévu. Alice s'est penchée sur l'attention, s'imprégnant de chaque regard et compliment qui suivait. Elle a essuyé le coin de son œil avec une serviette, jouant le rôle de la matriarche honorée. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Les applaudissements, les sourires, la façon dont les gens lui tendaient la main pour la serrer. Cela m'a tout dit dans cette pièce. À ce moment-là, elle avait réussi à voler ce qui était à moi. Je suis resté figé, les mains serrées sous la nappe. Les murs de la salle semblaient se refermer. La musique étouffée, l'air lourd. J'avais été réduite à rien dans l'espace même que j'avais payé.
Dans la célébration que j'avais bâtie avec mes sacrifices, c'était comme si ma maternité m'avait été arrachée devant tout le monde, effacée d'une seule phrase. Le poids écrasant de cela me pressait la poitrine. Je pensais aux nuits où j'étais resté éveillé à travailler, aux matins où je m'étais traîné hors du lit malgré la maladie, aux chèques que j'avais écrits de main tremblante. Et tout cela avait conduit à ceci, le déni public de qui j'étais. Je ne parlais pas. Je ne bougeais pas. Je restais simplement assis sur cette chaise, forçant un faible sourire sur mes lèvres, bien qu'à l'intérieur je m'effondrais. La dignité était le seul bouclier qu'il me restait. Quand les applaudissements se sont estompés, je me suis levé tranquillement, j'ai lissé le tissu de ma robe et je suis sorti de la salle. Personne ne m'a suivi. Personne ne m'a arrêté. Je les ai laissés à leur rire, à leur musique, à leur toast construit sur des mensonges. Mais en sortant dans l'air nocturne, une vérité s'est installée en moi, plus lourde que tout ce que j'avais jamais porté. Mon fils avait tué quelque chose en moi cette nuit-là. Et pourtant, en faisant cela, il avait réveillé quelque chose d'autre, quelque chose qui ne resterait pas silencieux. L'air à l'extérieur de la salle de banquet était vif, le genre d'air qui aurait dû me rafraîchir. Mais au lieu de cela, il portait le picotement de tout ce que je venais d'endurer. Derrière moi, des rires et de la musique s'échappaient faiblement des portes fermées. À l'intérieur, mon fils célébrait sa nouvelle vie tout en effaçant la mienne. Mais je ne me suis pas précipité. Je n'ai pas exigé d'être entendu. Je n'ai pas mendié de reconnaissance. Je me suis éloigné tranquillement, délibérément, chaque pas ayant plus de sens que n'importe quel mot. Il y a un pouvoir dans le silence que la plupart des gens ne comprennent pas. Pour eux, le silence ressemble à une défaite. Pour moi, cette nuit-là, il est devenu le tout premier acte de ma vengeance. En refusant de me battre publiquement, je leur ai refusé le spectacle qu'ils attendaient. Ils voulaient que je craque, que je crie, que je perde le contrôle pour qu'ils puissent dire, vous voyez, c'est pourquoi nous ne l'avons pas reconnu. Au lieu de cela, j'ai redressé mes épaules, levé le menton et marché avec une grâce qu'ils ne pourraient jamais me retirer. Je ne les laisserai pas me voir m'effondrer. Alors que mes talons claquaient sur le pavé, le symbolisme de tout cela pesait sur moi. Mon fils avait jeté sa dignité aux quatre vents devant tout le monde en rabaissant la femme qu'il avait fait. Mais j'avais gardé la mienne intacte en partant sans faire de scène. Il pensait m'avoir réduite au silence, mais le silence peut rugir plus fort que n'importe quel éclat. Il laisse les gens mal à l'aise, se demandant quelle tempête pourrait se former sous le calme. M'éloigner signifiait que je prenais le pouvoir avec moi. À l'intérieur de cette salle, il trinquait à des mensonges. Dehors, je portais la vérité, les reçus de chaque sacrifice, chaque dollar, chaque cicatrice. Il croyait que j'étais effacé, mais je savais mieux. Je n'avais pas perdu ma voix. Je choisissais quand et comment l'utiliser. Et quand je le ferais, ce ne serait pas devant une foule qui applaudissait les faussetés. Ce serait d'une manière qui les dépouillerait pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste rien d'autre que la vérité qu'ils avaient essayé d'enterrer. Je me souviens m'être arrêté brièvement près de ma voiture. Une main appuyée contre le métal froid, me stabilisant. Mes yeux brûlaient de larmes non versées, mais mon cœur battait d'un sentiment nouveau. De la détermination. Mon silence n'était pas une faiblesse. C'était une stratégie. Ma dignité n'était pas perdue. Elle était aiguisée en une arme. Dans cette sortie silencieuse, j'ai donné le ton à tout ce qui allait suivre. Ils pensaient que je quittais le mariage. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que j'allais à leur rencontre. Quand je suis rentré cette nuit-là, je n'ai pas pris la peine d'allumer les lumières. Je me suis assise dans le noir, mes chaussures encore aux pieds, ma robe encore collée à moi, fixant le calme. L'humiliation du mariage s'accrochait à moi comme de la fumée. Mais à mesure que les heures passaient, le silence a donné naissance à autre chose. La mémoire. Mes yeux se sont posés sur le vieux meuble en bois dans le coin. Au tiroir du bas où j'avais rangé des papiers il y a des années. Des papiers qui racontaient une histoire que mon fils avait depuis longtemps oubliée ou peut-être n'avait jamais vraiment connue. Cette maison, celle dans laquelle il vivait maintenant et dont il se vantait auprès de ses amis, n'était pas simplement tombée dans son escarcelle. Elle avait été disputée pouce par pouce, dollar par dollar, quand Charles et moi nous étions séparés. Le divorce n'est jamais propre, et le nôtre était brutal. Charles voulait tout, la maison, la voiture, même des comptes auxquels il n'avait pratiquement pas contribué. Il croyait que partir signifiait partir avec le butin,
me laissant des miettes. Mais je ne le laisserai pas faire. Cette maison était plus que des briques et du bois. C'est là que j'avais bercé David quand il était bébé. Là où j'avais rapiécé les trous des uniformes scolaires, là où je nous avais maintenus ensemble quand Charles s'était enfui à la poursuite de quelqu'un de nouveau. Je me suis battu corps et âme pour la garder. Et j'ai gagné. Le souvenir revint, vif. Assise en face de Charles dans cette salle d'audience. Son avocat souriant d'un air suffisant comme si je n'avais aucune chance. Mes mains avaient tremblé, mais ma voix non. J'ai présenté la preuve de chaque paiement que j'avais effectué, de chaque sacrifice, de chaque dollar qui avait servi à entretenir cette maison. Et quand le jugement est tombé, c'était à moi, mon nom sur l'acte, ma signature sur l'hypothèque, ma maison, et celle de personne d'autre. Dans les années qui ont suivi, j'ai travaillé sans relâche pour la conserver. Les factures s'accumulaient, les réparations vidaient mes poches, mais je ne l'ai jamais laissé partir. Et quand David a grandi, ayant besoin d'un endroit pour vivre tout en construisant sa vie, je l'ai laissé emménager. Je me suis dit que c'était ce que faisaient les mères, s'assurer que leurs enfants avaient une base, même si cela signifiait que je portais le fardeau. Il y vivait comme si c'était le sien. Décorant, invitant des amis, parlant même comme s'il l'avait mérité. Je ne l'ai jamais corrigé. Je pensais que mon silence était de l'amour. Je pensais que le laisser croire que c'était le sien l'aiderait à se sentir fort. Mais maintenant, dans le calme après sa trahison, je voyais mon silence différemment. Je lui avais donné l'illusion de la propriété. Alors que la vérité avait été soigneusement pliée dans ce tiroir du bas depuis le début, le titre de propriété, les documents avec mon nom en gras, ils étaient toujours là, intacts, attendant le jour où j'aurais besoin de me souvenir de qui avait vraiment bâti cette vie. Je me levai de la chaise, me dirigeai vers l'armoire et ouvris le tiroir. Mes mains frôlèrent de vieilles photographies, des cartes d'anniversaire et des certificats scolaires jusqu'à ce qu'elles atterrissent sur le poids rigide du papier. Je sortis le dossier, l'ouvris, et le voilà. La preuve. La preuve que la maison dont mon fils se vantait si fièrement était la mienne. La preuve que chaque dollar qu'il dépensait entre ses murs était dépensé sous mon toit, pas le sien. Un sourire amer se dessina sur mes lèvres. David ne savait même pas qu'il vivait sous le poids de mon sacrifice. Il pensait m'avoir effacé à son mariage. Mais ces papiers racontaient une autre histoire. Une histoire qui pouvait défaire tout ce qu'il pensait posséder. Cette nuit-là, alors que je posais les documents sur la table, une graine de vengeance prit racine en moi. Je ne me sentais plus comme la mère effacée qui était sortie d'une salle de banquet sans être vue. Je me sentais comme la femme qui détenait les clés de sa chute. Et pour la première fois depuis longtemps, je dormis avec un sentiment de contrôle qui revenait dans ma poitrine. Je restais assise à la table de ma cuisine bien après minuit. La pile de papiers étalés devant moi comme des témoins d'un procès que seul moi pouvais entendre. L'acte de propriété, les reçus, les documents qui portaient mon nom. Ils étaient les rappels de chaque bataille que j'avais livrée et gagnée. Même quand le monde me disait que je perdrais autour de moi, la maison était calme, mais mon esprit rugissait de décennies de souvenirs. La trahison ne m'avait jamais été étrangère. Charles m'avait trahi quand il était parti pendant ma maladie. Alice m'avait trahi en se glissant à ma place, souriant comme si elle avait gagné mes sacrifices. Et maintenant mon fils David, l'enfant que j'avais porté, nourri et pour qui j'avais combattu, avait livré la trahison la plus dure de toutes. Le poids de cela pesait lourd dans ma poitrine. Pendant des années, j'avais confondu le silence avec la paix. Je me suis dit que je maintenais la famille unie en ravalant ma fierté, en laissant les choses passer, en faisant semblant de ne pas voir la distance grandir. Mais qu'est-ce que cela m'avait valu? Un mariage où j'étais effacé. Ma maternité réduite à la servitude. Mes sacrifices transformés en plaisanterie. Je me levai et me dirigeai vers le miroir du couloir. La lumière était faible, mais je pouvais encore voir la cicatrice sur ma gorge, pas les irrégulières sur ma peau. Pendant des années, je l'avais cachée sous des foulards, honteuse de ce qu'elle signifiait. La maladie qui faillit m'emporter. La faiblesse que Charles ne pouvait supporter. Le rappel d'une saison où mon corps m'avait trahi. Mais en la fixant maintenant, je vis quelque chose de différent. Cette cicatrice n'était pas une faiblesse. C'était la survie. Cela signifiait que j'avais enduré. Cela signifiait que j'avais été laissé seul et que j'avais quand même trouvé un moyen de vivre.
Je la traçai doucement de mes doigts et murmurai à mon reflet, « Ceci n'est pas ma honte. Ceci est ma preuve. » À ce moment, quelque chose en moi changea. Je n'étais plus la femme qui inclinerait la tête et accepterait l'humiliation. Je n'étais plus la mère qui donnerait sans fin tout en étant effacée. J'étais une survivante, marquée mais pas brisée, cicatrisée mais plus forte. Je me rassis à table, rassemblai les papiers et les plaçai soigneusement devant moi. Je ne savais pas encore exactement comment, mais je savais une chose avec certitude. Je ne me tairais plus. La même force qui m'avait porté à travers des nuits à frotter les sols et des jours à guérir de chirurgie me porterait maintenant à travers un autre genre de bataille. Celle-ci n'était pas pour la survie. C'était pour la dignité. Je rappellerai à David et Charles que tout ce sur quoi ils se tenaient avait été bâti par moi. Et s'ils ne pouvaient pas m'honorer comme leur fondation, alors je leur montrerai avec quelle facilité cette fondation pouvait être retirée. Cette nuit-là, j'ai pris ma décision. Le silence avait été ma prison, mais maintenant il serait mon arme. Le matin après avoir pris ma décision, je me suis réveillé avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Trop longtemps, j'avais été la donneuse, la silencieuse, la femme qui se pliait pour que les autres puissent se tenir plus grands. Mais cette version de moi-même avait quitté la salle de mariage et n'était jamais revenue. La femme qui se leva du lit ce matin-là était quelqu'un d'autre, quelqu'un de prêt à agir. J'ai commencé par les papiers que j'avais tirés du tiroir la veille au soir. Le titre de propriété, la preuve de propriété, la documentation qui portait mon nom en caractères gras. Ce n'était pas du sentiment. C'était du pouvoir. Avec cela, je suis allé au palais de justice et j'ai commencé le processus de récupération de ce qui m'appartenait. Les papiers d'expulsion ont été rédigés, tamponnés et placés dans une enveloppe propre. Mes mains ne tremblaient pas quand je les tenais. Elles se sentaient stables, presque impatientes. Il ne fallut pas longtemps avant que David et sa nouvelle mariée ne reçoivent le choc de leur vie. Ils étaient à peine rentrés de leur lune de miel quand je me suis présenté à la maison. La maison même qu'ils appelaient la leur, celle qu'ils affichaient sur les réseaux sociaux avec de larges sourires et des légendes sur de nouveaux départs. Je me tenais devant la porte, l'enveloppe à la main. Le poids de décennies pesait sur mes épaules. David répondit, surpris de me voir. Sa femme traînait derrière lui, toujours rayonnante de l'arrière-goût des célébrations de mariage. « Maman, dit-il, sa voix empreinte de prudence, comme s'il n'avait pas encore tout à fait décidé comment me traiter après ce qui s'était passé au dîner. Je lui tendis l'enveloppe. « Ouvre-la, dis-je simplement. » Il la déchira, ses yeux parcourant les mots. La confusion obscurcit son visage au début, puis l'incrédulité, puis une pointe aiguë de panique. Sa fiancée s'avança, lui arrachant les papiers des mains, les lisant les yeux écarquillés. « Expulsion, murmura-t-elle, la voix tendue. Ceci. C'est une erreur. » Mais ce n'était pas le cas. Je posai le titre de propriété sur la table d'entrée pour qu'il le voie. Mon nom en lettres grasses les regardait fixement. « Cette maison est à moi, dis-je, ma voix calme mais inflexible. Elle l'a toujours été. Vous avez vécu ici sous mon toit, grâce à ma générosité. Mais cette générosité a disparu. Vous avez 30 jours pour partir. » Le visage de David rougit, un mélange de choc et de colère. « Tu ne peux pas faire ça, balbutia-t-il. C'est ma maison. » Je le regardai dans les yeux sans ciller. « Non, David. C'est ma maison et tu ne m'effaceras pas tout en vivant des fondations mêmes que j'ai bâties. » Le silence pesa lourd dans la pièce. Sa fiancée regarda entre nous, son expression vacillante. La vérité était indéniable, écrite à l'encre qui ne pouvait être contestée. Pour la première fois de sa vie, David voyait la femme derrière son confort, le pilier qu'il avait pris pour une faiblesse. Je me retournai pour partir. Mes talons claquaient sur le parquet. Derrière moi, leur voix montait. Confusion, colère, désespoir, mais rien de tout cela ne me touchait. Je leur avais pris la première pièce, et ce ne serait pas la dernière. En sortant, le soleil frappa mon visage, et je ressentis quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La liberté. Mon silence était terminé. Ma vengeance avait commencé. Reprendre la maison n'était que le premier coup, cela brisait l'illusion que David tenait sur ses deux pieds, mais je savais que sans aller plus loin, il s'accrocherait toujours à d'autres béquilles que j'avais discrètement fournies. Au fil des années,
j'avais été la main silencieuse derrière tant de son confort. Des comptes co-signés, un soutien caché, des cartes de crédit qu'il n'avait jamais réalisé que je contrôlais. Il était temps de couper ces liens un par un jusqu'à ce que le filet de sécurité qu'il pensait être son droit de naissance s'effondre sous lui. La première étape fut le compte joint que j'avais gardé ouvert pour les urgences. Pendant des années, j'y ai déposé de petites sommes au cas où David prendrait du retard sur les factures ou aurait besoin d'aide. Il s'était tellement habitué à ce que l'argent apparaisse lorsqu'il dépensait trop qu'il ne s'est jamais posé de questions. Ce compte a été clôturé d'une seule signature. Pas d'avertissement, pas d'explication. Un jour, il a glissé sa carte dans un restaurant et elle a été refusée. C'était mon silence qui parlait. Ensuite, il y a eu les cartes de crédit. Je les avais co-signées pour lui quand il était plus jeune, voulant lui construire un crédit, voulant qu'il commence fort. Mais ces cartes étaient devenues plus que des outils. C'étaient des bouées de sauvetage sur lesquelles il s'appuyait lorsque ses propres dépenses s'envolaient. D'un simple coup de téléphone, j'ai rompu mes liens avec elle. Du jour au lendemain, son coussin de sécurité avait disparu, et la dette qu'il avait accumulée commença à frapper à sa propre porte au lieu de la mienne. Puis il y a eu les factures que je payais en secret. L'assurance automobile réglée discrètement chaque mois. Le paiement du prêt étudiant persistant que j'avais remboursé en coulisses pour qu'il puisse se concentrer sur sa carrière sans le stress des agents de recouvrement. Tout cela a cessé. Pour la première fois de sa vie, David a été contraint d'affronter la réalité de l'âge adulte sans que je sois dans l'ombre pour absorber les coups. Mais ce n'était pas seulement David. Charles, lui aussi, avait prospéré grâce à mon silence. Il restait encore des vestiges de liens financiers du mariage. Des comptes et de vieux accords sur lesquels je ne l'avais jamais pressé, des services publics qu'il s'était appuyé sur moi pour couvrir quand cela lui profitait. J'ai aussi tiré ses fils. L'homme qui se targuait autrefois d'être l'image de la stabilité commença à sentir les murs se refermer. Les factures arrivaient dans sa boîte aux lettres sans prévenir. Les soldes étaient exigibles en totalité. Les obligations refaisaient surface après des années passées sous ma patience. Le dénouement était constant et délibéré. Je ne l'annonçais pas. Je ne me lançais pas dans des accusations ou des ultimatums. Je me retirais simplement, un lien à la fois, une coupe silencieuse après l'autre, jusqu'à ce que le tissu même de leur fausse vie commence à se déchirer. Je savais l'effet que cela produisait sans même être dans la pièce. Les appels téléphoniques qui arrivaient tard dans la nuit, sans réponse. Les messages remplis d'urgence que je supprimais sans les ouvrir. Je pouvais imaginer les disputes derrière leurs portes, la confusion, la panique alors qu'ils réalisaient que le sol sous leurs pieds n'était pas du tout le leur, avait toujours été le mien. Et à travers tout cela, je restais silencieuse, stable, inébranlable. Ils pensaient m'avoir effacé. Mais ce qu'ils apprenaient, c'est que ma présence était tissée dans chaque recoin de leur confort. En coupant ces coutures, je ne faisais pas que récupérer ce qui était à moi. Je les forçais à vivre sans la mère, sans la femme. Ils avaient passé des années à renvoyer. Ce n'était que le deuxième coup, mais déjà leur fondation tremblait. Charles s'était toujours cru intouchable. Quand il m'a quitté pendant ma maladie, quand il a exhibé Alice aux étapes importantes de David, quand il s'est assis silencieusement pendant que j'étais humilié au mariage, il se comportait avec l'arrogance d'un homme qui pensait que le monde ne lui demanderait jamais de compte. Mais l'arrogance a une façon d'aveugler les hommes aux fissures qui se forment sous leurs pieds. Et je savais exactement où ces fissures étaient enterrées parce que je les avais vécues, payées et portées sur mon dos bien après son départ. Le divorce avait laissé des points en suspens que Charles pensait rester oubliés. Des fils financiers glissés dans des comptes qu'il contrôlait autrefois. Des obligations qu'il n'avait jamais pleinement remplies. Des dettes qu'il supposait que j'étais trop épuisé pour poursuivre. Mais je n'avais pas oublié. Et maintenant, je n'étais plus épuisé. J'étais prête. D'une main ferme, j'ai rouvert les anciens dossiers, les relevés bancaires, les dépôts judiciaires, les accords que Charles avait contournés au fil des ans. Il avait évité certains paiements pendant le divorce en convainquant le tribunal de ses difficultés financières, difficultés qui n'avaient jamais vraiment existé. Je savais la vérité alors, mais je l'avais laissé passer, plus préoccupé par ma survie que par la justice. Maintenant, la justice était ma vengeance. J'ai soumis des preuves au bon bureau, laissé les chiffres parler d'eux-mêmes, et regardé le passé rugir à sa porte. L'effet fut immédiat. Appel de créanciers, avis juridiques inattendus, enquête sur des comptes qu'ils pensaient enterrés.
L'image de stabilité soigneusement entretenue par Charles commença à s'effilocher. L'extérieur soigné qu'il présentait à l'église, au dîner, aux réunions avec Alice à ses côtés, se fissurait, et Alice, qui avait autrefois semblé intouchable, commença à s'effacer dans l'ombre. Elle avait été attirée par la confiance, l'illusion du succès, l'homme qui avait l'air d'avoir tout en main. Mais à mesure que la façade s'effondrait, sa dévotion aussi. J'ai entendu des murmures, son ton plus tranchant en public, sa présence à ses côtés moins constante, son rire plus faible. Elle s'était engagée à jouer le rôle de partenaire admiré, non de gardienne d'un homme qui perdait son emprise. Et David, il était sous le choc de son propre effondrement, expulsé de la maison qu'il pensait être la sienne. Cartes refusées, factures s'accumulant. Il cherchait la force auprès de son père. Mais ce qu'il trouva fut un reflet de son propre effondrement. Père et fils, tous deux dépouillés des illusions qu'ils avaient bâties sur mon sacrifice, se tenaient maintenant exposés. La fondation qu'ils pensaient être la leur avait disparu, et la vérité était inévitable. Elle avait toujours été la mienne. Je n'ai pas eu à élever la voix. Je n'ai pas eu à montrer mon visage. Mon silence était devenu leur tempête. La réputation de Charles, autrefois maintenue par des mensonges et des faussetés soignées, était maintenant ternie par le poids de ses échecs. Et Alice, la femme qui m'avait autrefois regardé avec un triomphe subtil, reculait discrètement, se distanciant d'un homme qui ne pouvait plus lui offrir le lustre qu'elle désirait. Le père et le fils pensaient m'avoir effacé. Mais maintenant, ensemble, ils apprenaient que tout ce sur quoi ils s'étaient appuyés était emprunté et que le prêteur était venu réclamer son dû. C'était tard le soir quand j'ai entendu frapper. D'abord, je n'ai pas bougé. Le poids du silence emplissait la maison. Le même silence dans lequel j'avais vécu quand Charles était parti. Le même silence que j'avais ramené du dîner de mariage de David. Mais cette fois, le silence n'appartenait pas au désespoir. Il appartenait à la force. J'ai ouvert la porte et il était là. David, mon fils, n'était plus le fier marié, n'était plus l'enfant de l'avocat soigné qui croyait que les apparences pouvaient remplacer la vérité. Il avait l'air brisé. Ses vêtements étaient froissés, son visage tiré, les yeux creux de nuit sans sommeil. L'arrogance qui dégoulinait autrefois de sa voix avait disparu. Il se tenait là comme s'il cherchait quelque chose qu'il avait perdu il y a longtemps. La mère qu'il avait renvoyée, effacée, humiliée. Il a essayé de parler, mais sa voix a chancelé. Je ne me suis pas écarté. Je l'ai laissé se tenir là, dans l'entrée, l'air frais de la nuit nous enveloppant tous les deux. Finalement, il a murmuré, « Maman, je suis désolé. » Et c'est alors que je l'ai ramené, non pas chez moi, mais dans son propre passé. Je lui ai rappelé les nuits où je travaillais en double poste juste pour garder les lumières allumées. Je lui ai rappelé les matins où je me privais de nourriture pour qu'il puisse manger. Je lui ai rappelé les chèques de scolarité que je signais de main tremblante, sachant que cela signifiait que je ne pouvais pas réparer le toit qui fuyait ni acheter les médicaments dont j'avais désespérément besoin. J'ai peint le tableau du sacrifice, un tableau gravé d'amour, de souffrance, d'un espoir qu'il deviendrait un homme qui honorait ses origines. Puis je l'ai mis en contraste avec ce qu'il m'avait donné. La honte. Un dîner de mariage où j'ai été dépouillé de mon titre de mère, réduite à une servante devant des étrangers, une vie entière à choisir les autres plutôt que moi, à prendre le parti d'un homme qui nous a abandonnés et d'une femme qui n'avait aucun intérêt dans son éducation. J'ai laissé le silence peser lourd après mes mots. Les larmes de David coulaient, mais je n'ai pas tendu la main pour les essuyer. C'était son chagrin à porter. Le pardon n'était plus à moi de le donner librement. Le pardon avait été avili au moment où il avait choisi la fierté plutôt que le sang. La vraie vengeance, j'ai réalisé à ce moment-là, n'était pas de le punir davantage. C'était de me récupérer moi-même. Ma dignité, ma voix, mon pouvoir. Que je lui pardonne ou non ne me définissait plus. Ce qui me définissait, c'est que j'avais survécu, enduré et me suis relevé. Je lui ai dit clairement, tu as choisi qui j'étais à ce dîner, mais ce soir je choisis qui je suis, et je n'en ai pas dit plus. Qu'il trouve un chemin pour revenir dans ma vie ou qu'il reste dehors pour toujours n'était plus mon fardeau à porter. La porte est restée là où elle avait toujours été. Mais le pouvoir de l'ouvrir, de la franchir, m'appartenait désormais. Et pour la première fois depuis des décennies, je me sentais libre. Dites-moi, si vous étiez à ma place, pardonneriez-vous ou le laisseriez-vous vivre avec le poids de ses choix? Laissez vos réflexions dans les commentaires.
Vos réponses pourraient bien susciter la partie la plus profonde de cette conversation. Si vous avez suivi ce voyage jusqu'au bout, ne partez pas sans rien. Appuyez sur le bouton d'abonnement pour ne jamais manquer la prochaine histoire de trahison, de résilience et de pouvoir retrouver. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se souvenir que le silence n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est le début de la vengeance la plus retentissante.